Écoutez plutôt. Des savants estiment qu'il serait possible de ramener les Néandertaliens à la vie dans les 20 prochaines années. Non pas sous forme de fossiles ni de simulations, mais comme de véritables êtres vivants. Et non, il ne s'agit pas d'un scénario de science-fiction, c'est un débat bien réel qui anime aujourd'hui laboratoires de génétique et comités d'éthique à travers le monde. Leur ADN a déjà été déchiffré, et l'obstacle qui subsiste n'est plus vraiment de savoir si nous en sommes capables, mais si nous devrions le faire. Dissipons un malentendu. Les Néandertaliens n'étaient pas ces brutes primitives, brandissant des massues, comme dans les dessins animés. Ils ressemblaient aux humains modernes, de proches cousins ayant occupé l'Europe et l'Asie durant des centaines de milliers d'années. Ils prenaient soin des membres blessés de leur groupe, fabriquant des outils, portèrent des vêtements et parvenaient à survivre aux conditions redoutables de l'ère glaciaire, qui mettraient à mal la plupart des humains actuels. Puis, il y a environ 35 000 ans, ils ont disparu. Les chercheurs ne s'accordent toujours pas sur la cause précise. Variations climatiques, rivalité avec Homo sapiens, maladies ou métissage ont sans doute contribué à leur extinction. Si l'on évoque aujourd'hui la possibilité d'une telle résurrection, c'est parce que les chercheurs ont achevé, en 2010, le séquençage complet du génome néandertalien. On peut l'imaginer comme un manuel d'instruction inscrit dans l'ADN, indiquant à un organisme comment se développer, fonctionner et survivre. Une fois ce manuel en main, la question cesse d'être « à quoi ressemblaient les Néandertaliens ?» pour devenir « pourrions-nous en recréer un ?» C'est ici qu'intervient la technologie CRISPR, un outil d'édition génétique comparable à des ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à des endroits extrêmement précis afin d'y substituer d'autres séquences. Les chercheurs l'emploient déjà pour étudier certaines maladies, modifier des embryons animaux ou transformer des cellules souches humaines en laboratoire. En théorie, il serait possible de partir de cellules souches humaines et de remplacer progressivement l'ADN moderne par de l'ADN néandertalien, fragment après fragment. Selon certains généticiens, ce processus pourrait devenir réalisable en quelques décennies. Il ne s'agirait pas de copier directement un individu à partir d'un fossile, l'ADN ancien étant trop dégradé pour cela, mais de transformer graduellement un génome humain jusqu'à ce qu'il reproduise les instructions génétiques néandertaliennes. Le résultat ne serait donc pas une relique du passé ressuscitée telle qu'elle, mais un corps humain contemporain reconstruit en suivant les plans biologiques de Néandertal. Les chercheurs envisagent pourtant ce projet parce qu'ils espèrent résoudre plusieurs mystères. Pourquoi les Néandertaliens ont-ils disparu alors que notre espèce a survécu? Comment leur cerveau fonctionnait-il comparé au nôtre? Pensaient-ils, ressentaient-ils ou traitaient-ils le langage différemment? Un Néandertalien vivant pourrait éclairer des questions auxquelles ossements et fossiles ne répondront jamais. Certains chercheurs pensent même que cela pourrait servir la médecine moderne. Les gènes néandertaliens influençant l'immunité, le métabolisme et l'inflammation, l'étude d'une biologie complète pourrait révéler pourquoi certaines maladies affectent aujourd'hui les humains comme elles le font. Contre toute attente, leur retour pourrait donc aussi nous aider. Mais cet enthousiasme se heurte vite à un mur éthique. Un néandertalien ne serait pas une simple souris de laboratoire, ce serait une personne. Ce fait renverse tout le projet. On ne peut traiter une personne comme une expérience, même si la science veut des réponses. Être le seul néandertalien sur Terre serait, au minimum, extrêmement difficile. Il devrait vivre sans culture, sans communauté, sans personne partageant réellement sa biologie. Il grandirait entouré d'humains modernes, qu'il étudierait sans cesse, et le considérerait toujours comme une expérience. Les critiques estiment donc qu'un tel isolement pourrait provoquer de graves dommages psychologiques. Il y a aussi la question du consentement, que ce projet violerait entièrement. Aucun néandertalien ne pourrait accepter de naître dans le monde moderne, d'être élevé par des humains, étudié toute sa vie et utilisé pour prouver une théorie. Or, le consentement est central en éthique médicale. On ne peut même pas tester de médicaments sans lui. Cloner un ancêtre humain enfreindrait clairement cette règle. Même en mettant l'éthique de côté, de sérieux risques biologiques demeurent. Personne ne sait comment un génome néandertalien reconstruit se comporterait dans l'utérus d'une femme moderne. La grossesse elle-même pourrait être dangereuse. Le développement pourrait ne pas suivre les attentes, et des réactions immunitaires imprévues pourraient survenir. De petites incompatibilités génétiques peuvent provoquer d'énormes problèmes lorsque l'on tente de créer un être humain à partir de zéro. Et même si tout fonctionnait, le résultat pourrait décevoir. Un seul individu ne recréerait pas une société néandertalienne,
et le comportement dépend autant de la culture que de l'ADN. Sans population entière, les réponses obtenues pourraient rester superficielles, trompeuses ou incomplètes. Si le débat autour d'un éventuel retour des Néandertaliens est si intense, c'est parce que cette possibilité paraît très concrète. Le génie génétique progresse sans cesse, et les outils deviennent à la fois moins coûteux, plus rapides et plus précis. Pour l'instant, aucun laboratoire n'a l'autorisation de tenter l'expérience, et aucun embryon néandertalien n'existe. Pourtant, savants, éthiciens et responsables politiques discutent déjà de règles, de limites et de lignes à ne pas franchir, ce qui montre à quel point cette perspective semble proche. La question se pose alors, la curiosité scientifique devrait-elle connaître des limites, et qui est habilité à les fixer? À ce jour, aucune loi n'interdit explicitement la résurrection d'humains disparus. Si un pays décidait de l'autoriser, d'autres pourraient suivre, et peut-être plus vite que les réglementations. Certains chercheurs répondent toutefois à ces objections par un argument différent. Et si ne pas tenter l'expérience était aussi moralement discutable? Ils rappellent que l'humanité ressuscite déjà certaines espèces disparues, manipule des génomes et altère la vie à son niveau le plus fondamental. Mieux comprendre les Néandertaliens pourrait nous aider à affronter de futurs bouleversements climatiques ou de vastes crises sanitaires. S'ils ont prospéré dans des environnements extrêmes, leur biologie pourrait receler des aptitudes de survie dont nous aurons peut-être cruellement besoin. Ainsi, renoncer à acquérir ce savoir pourrait, un jour, coûter de nombreuses vies. Et si tout cela ne vous concerne pas parce que vous pensez n'avoir aucun lien avec les Néandertaliens, voici une surprise. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, il est possible que vous observiez une infime part de l'un d'eux. Elle peut littéralement se trouver dans votre ADN. Selon des recherches récentes, les Néandertaliens ne se sont pas simplement éteints, ils se sont aussi mêlés à nous. Les humains modernes dont les ancêtres ont quitté l'Afrique portent généralement entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Les chercheurs ne disposent pourtant que de très peu de génomes néandertaliens de qualité à étudier, à peine 3 vraiment complets. Ils proviennent d'ossements découverts dans une grotte de Croatie, datés d'environ 50 000 à 65 000 ans, ainsi que de 2 autres spécimens eurasiens vieux de 50 000 et 80 000 ans. Ce matériel reste limité, ce qui signifie que chaque nouvelle découverte revêt une importance considérable. Chaque individu possède 2 versions de chaque gène, l'une héritée de sa mère, l'autre de son père. Lorsque 2 populations très différentes se croisent, leurs descendants présentent une diversité génétique accrue. Les chercheurs ont ainsi comparé l'ADN de 3 néandertaliens avec celui d'environ 2000 humains modernes. Le résultat fut surprenant. Les néandertaliens eux-mêmes pouvaient l'emporter jusqu'à 3,7% d'ADN d'humains modernes. Autrement dit, ils ne se sont pas seulement mêlés à nous, nous nous sommes aussi mêlés à eux. Environ un parent néandertalien sur 30 aurait pu être un humain moderne, et ces échanges ne se sont pas produits qu'une seule fois. Les analyses génétiques révèlent au moins 2 grandes phases de métissage. L'une il y a 200 000 à 250 000 ans, l'autre entre 100 000 et 120 000 ans. Il y en eut peut-être davantage, mais l'ADN s'apparente à une photo floue. Plus l'événement est ancien, plus il devient difficile d'en distinguer les traces. Selon une autre étude récente, la majorité de l'ADN néandertalien chez les humains modernes provient d'une longue phase de métissage survenue il y a environ 47 000 ans et ayant duré près de 7 millénaires. Cela correspond à des générations ayant grandi ensemble. Les fossiles vont dans le même sens. Dans des grottes du Moyen-Orient, des chercheurs ont trouvé des crânes vieux d'environ 100 000 ans, ressemblant surtout à des humains modernes, mais avec d'épaisses arcades sourcilières et d'autres traits néandertaliens. Il semble aussi que la population néandertalienne ait été bien plus réduite qu'on ne le pensait, ce qui rendait difficile une séparation génétique durable. Au fil des vagues d'humains quittant l'Afrique et se mêlant à eux, les Néandertaliens ne disparurent pas simplement. Ils se fondirent dans la population humaine plus vaste. Ainsi, les Néandertaliens n'ont pas vraiment perdu au jeu de l'évolution. Ils font encore partie de nous. C'est un point à garder en tête lorsqu'on réfléchit aux questions éthiques liées à l'idée d'en faire renaître un.